Allô, allô, mes amis, allô, Amina. C'est bon, Oui, j'ai tout vérifié, nous sommes ensemble. Yes, merci d'être là, Amina. Comment vas-tu? Je ça vois que va tu as ton très bien. t-shirt, il fait froid chez toi, hein, Oui, il fait apparemment. franchement. Il fait froid. C'est vrai que voilà, 1er mars, 1er avril, pardon, on a la grisaille. On a la grisaille, du coup, tu m'entends bien, j'ai mis mon casque parce que comme il y a du bruit à l'extérieur de chez moi, pour éviter qu'il y ait trop de nuisances. Tu m'entends bien, c'est bon pour toi? Oui, je t'entends très bien. Super. Merci d'être là. Merci à vous qui nous suivez, que vous soyez sur LinkedIn ou Facebook. Nous sommes donc heureuses de vous recevoir pour ce 6e épisode de l'élément différenciant, donc une émission du réseau Femmes Inspirantes qui a vraiment pour but de vous permettre de vous connecter non seulement aux inspirantes du réseau Femmes Inspirantes, mais surtout de découvrir ce qui fait leur unicité, leur singularité, ce que moi j'ai pu identifier et que je trouve très intéressant à partager parce que lorsqu'on est professionnel, c'est pas toujours évident d'être au clair sur ce qui fait notre différence, parce que ce qui fait notre différence au point de vue sociétal, souvent est mal perçu, alors que lorsqu'on parle de positionnement, de branding, et qu'on parle de business, qu'on parle de choses un peu plus professionnelles, c'est vraiment ce qui fait toute la différence. L'unicité, ce qui va distinguer 1000 coachs, ce qui va distinguer 1000 consultants, 1000 formateurs, et c'est ça qu'il faut identifier. Et c'est limite ça le socle, en fait, pour moi, du vrai succès des entrepreneurs. Et aujourd'hui, je suis très heureuse pour ce 6e opus. Donc, c'est la 2e saison, mais voilà, on redémarre à zéro. Donc, cette 6e interview, on a Amina Bari, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je considère vraiment comme une amie. Elle m'a fait l'honneur déjà l'année dernière de faire partie donc des panélistes pour les conférences Le Fric, c'est chic. Et donc, une conférence vraiment d'impact où elle a cette art. Voilà, pour moi, c'est une facilitatrice, on va voir ça tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, elle va nous parler d'un sujet qui est méconnu, mal connu, pas forcément apprécié de tout le monde. On va parler de marché public, on va parler d'appel d'offres, on va parler de domaines un peu. C'est un peu comme on parle quand on parle de comptable. De comptabilité, je sais pas, d'audit comptable, ben, tout le monde est un petit peu frileux, et ça fait quand même partie du quotidien, ça fait partie de choses qui ont leur importance. Et par rapport à ça, tu vas aussi parler de ce qui fait ta différence dans le domaine. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Et vous qui nous regardez, donc profitez-en pour partager, pour liker et commenter, poser toutes les questions que vous souhaitez à Amina aujourd'hui. Amina, je t'en prie, merci de te présenter. Alors, je suis Amina Bari, je suis juriste spécialisée en marché public depuis 2014. Donc, ça fait un petit moment maintenant. Et j'exerce dans l'objectif de faciliter l'accès aux entreprises, aux petites entreprises plus précisément, leur faciliter l'accès au marché public, les aider à comprendre ce que c'est, à comment dire, à les sélectionner de manière juste pour pouvoir maximiser leurs chances de succès. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner toutes ces petites entreprises dans leur démarche liée au marché public et de leur permettre de stabiliser un chiffre d'affaires. Super. Et c'est ça que je trouve chouette. Parce que quand on parle de marché public, on parle de domaine un peu, comment dirais-je, un peu fermé, un peu, j'ai envie de dire élitiste. Oui. Un peu Oui. élitiste. Et toi, en fait, par rapport à ça, tu amènes quelque chose quand même qui fait toute la différence, c'est que tu l'as dit, tu veux que les petites structures, les petites entités puissent aussi profiter de cette manne, ok? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour justement celles et ceux qui connaissent pas bien ce qu'est le marché public et pourquoi justement c'est intéressant de se pencher sur ce levier? Un marché public, c'est un contrat qui est conclu avec une administration, bien sûr un contrat conclu à titre onéreux, hein, évidemment, qui est conclu avec une administration pour rendre un service, que ce soit une prestation intellectuelle, une fourniture ou même des travaux. Les administrations rédigent leurs besoins, envoient ça soit en direct à plusieurs candidats potentiels, soit elles postent sur des plateformes leurs appels d'offres, et les entreprises qui s'en saisissent préparent une réponse en fonction des attentes de l'acheteur public. Cette réponse, elle est analysée, et une fois que l'analyse est faite, l'acheteur public décide de l'attributaire du marché. Ce sont des contrats qui généralement sont conclus pour une durée de 1 an renouvelable jusqu'à 4 ans.
permet évidemment de sécuriser un chiffre d'affaires sur quelques années, ce qui n'est pas négligeable. Alors, moi, je note parce que c'est très, très intéressant. Donc, si je résume ce que tu es en train de dire, nous avons donc ces acheteurs publics, donc ce sont les grandes entités, souvent les communautés, voilà, Les en tout cas mairies, des les administrations publiques, départements, voilà, l'État, exactement, qui bien évidemment ont des besoins. On est entièrement d'accord, ils ont du besoin comme toute entreprise. Et en fait, à ce moment-là, comme vous le savez certainement, ils font ce qu'on appelle des appels d'offres. Donc, ils présentent un peu le cahier des charges de ce pourquoi ils font appel justement à des entrepreneurs, à des entreprises, à des entreprises externes pour pouvoir, voilà, c'est des prestataires de services en fait. Donc, tu c'est ça. deviens prestataire de services. OK? Et souvent, effectivement, c'est des choses qu'on comprend énormément quand on parle du bâtiment, quand on parle de secteurs spécifiques. Mais c'est vrai que c'est pas que pour ce type de secteur. Et donc, tu expliques aussi que ce sont quand même de gros contrats, des contrats sur 1 an, renouvelables jusqu'à 4 ans. Donc, ce sont quand même des contrats qui permettent, en termes de trésorerie, comme tu l'as si bien dit, de pérenniser les choses. Parce que si on a un contrat d'1 an, donc déjà, ce sont des gros marchés. OK, ce sont des marchés qui ont un certain volume. Et ensuite, c'est des marchés, voilà, qui ont une certaine durée. Et donc, c'est effectivement ce dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. D'accord? Et donc, du coup, Exactement. oui, vas-y. Je disais exactement, tu as tout à fait raison. Enfin, toutes les entreprises ont besoin de pérenniser un chiffre d'affaires pour pouvoir voir venir finalement. Mhm, absolument. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ce levier-là, ben justement, comme c'est souvent des gros marchés, ce sont souvent les grosses entreprises qui remportent ces parts de marché. Et toi, en fait, dans ton approche, alors bien évidemment, tu accompagnes ce type de profil et c'est pas là le propos du jour. Moi, c'est vraiment ce que j'apprécie, c'est cette différence que tu vas apporter, que tu apportes en t'intéressant aux petites entités, en leur disant, même si vous avez une petite structure, il y a des possibilités pour vous de pouvoir effectivement bénéficier de ce levier, de pouvoir le mettre en place. Alors, avant qu'on en parle, dis-moi un petit peu ce qui t'a amené à avoir cette réflexion-là, cette approche-là, et surtout de vouloir ouvrir un petit peu plus, parce que on est bien d'accord que, ben, entre guillemets, c'est beaucoup plus simple de s'adresser, d'accompagner de grosses entités qui, de toute façon, ben, c'est des domaines qu'elles connaissent déjà et auxquels elles sont déjà intéressées. Tu n'as même pas toute cette partie un petit peu pédagogique à faire, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, OK, mais c'est très intéressant et c'est dommage que telle ou telle cible ne puisse pas y accéder ou bien en tout cas n'y accède pas vraiment, n'en profite pas vraiment parce que bien évidemment, si on verra tous, c'est plus quand on n'a pas l'information qu'on se positionne pas. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, mais tiens, je vais m'intéresser à eux? En fait, il y a plusieurs choses. Et d'abord, tout au long de mon expérience, j'ai constaté que les acheteurs publics et les entreprises, grosses ou petites, se comprenaient pas forcément. C'est-à-dire que l'acheteur public, il écrit son besoin dans un cahier des charges de manière très factuelle. Et puis il écrit les règles du jeu dans un document tierce. Et puis il écrit aussi des conditions particulières dans un autre document encore. Mhm. Et ça fait beaucoup de choses à lire, à comprendre, à décrypter pour des entreprises qui n'ont pas forcément le langage administratif ou le langage juridique approprié. Et donc, tout ça, c'est des freins en fait à la communication et à la compréhension des entreprises. Donc, une grosse boîte comme une boîte de travaux, Bouygues, Eiffage, Colas, ou bien des grosses entreprises de communication. Enfin, bon, il y en a tellement qui obtiennent des marchés publics. Les grosses boîtes, elles ont en interne des juristes qui sont spécialisés dans la commande publique et qui comprennent, qui peuvent décrypter tout ça. Mais les petites entreprises, elles se retrouvent souvent démunies. Et quand bien même elles obtiennent un marché public, mais souvent, elles rencontrent des difficultés dans l'exécution parce qu'elles ne comprennent pas le besoin de l'acheteur public qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et encore beaucoup aujourd'hui, ne prend pas la peine de décrypter ou n'y voit pas d'intérêt parce qu'il estime que la personne qu'il a en face de lui, le prestataire qu'il a en face de lui, doit décrypter lui-même le besoin. Le problème dans cette situation, c'est qu'aujourd'hui, les petites entreprises, elles sont, contrairement à ce que tu disais précédemment, Muriel, elles sont très présentes dans la commande publique. Elles ont environ 75 de mémoire, de marché public qui et elles viennent la plupart du temps soit en direct, sans passer par une consultation, heu, formalisée, écrite, ou alors elles sont sous-traitantes de grosses entreprises.
Le problème dans ces situations-là, c'est qu'elles ne font pas en direct, donc elles perdent du chiffre d'affaires quand elles sont sous-traitantes. Et puis quand elles viennent sur des petites consultations, c'est super parce qu'elles ont un petit chiffre d'affaires qui arrive, mais c'est un petit chiffre d'affaires. C'est 3 000, Mhm. 4 000, 5 000 euros par-ci par-là, mais ça va pas beaucoup plus loin. Alors qu'elles auraient tout à fait la capacité de répondre à des appels d'offres et à faire le travail en direct, puisqu'elles sont déjà là, elles sont déjà connues des Mhm. administrations. Mhm. Les administrations leur ont déjà donné leur confiance puisqu'elles accordent la sous-traitance et qu'elles accordent le contrat en direct. Donc c'est qu'elles sont déjà convaincues finalement. Mhm. Le seul problème, c'est qu'elles ne vont pas répondre directement en leur nom propre à des appels d'offres parce que, ben, on va pas se mentir, un appel d'offres, ça fait peur. Il y a beaucoup de paperasse, et beaucoup d'obligations, beaucoup d'interdictions, beaucoup de choses à savoir. Ces petites entreprises n'ont pas les moyens d'avoir en interne une personne qui fait ça pour eux. Mhm. Et c'est là que j'interviens. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me mettre à mon compte et d'accompagner en particulier les petites entreprises parce que je voudrais pouvoir les aider à décrypter les marchés publics, à décrypter toute cette réglementation un petit peu complexe et à les aider à, à faire, euh, à faire un vrai chiffre d'affaires lié au Mhm. travail qu'elles fournissent déjà, finalement. Mais merci pour cette précision, mais c'est très très intéressant. Donc si je comprends bien, les petites entreprises sont déjà présentes, mais elles sont pas en première ligne. D'accord? Enfin, pour la plupart du temps. Euh, pour la plupart du temps. Donc ça, c'est très intéressant. Et toi, en fait, et là, je te vois avec ta cape un peu de, ta cape de sauveteuse, tu vois. Bon, on va dire facilitatrice parce qu'on va pas tomber dans un truc qui n'a absolument aucun intérêt, dans un triangle un peu toxique. Non, mais disons que toi, en fait, tu t'es dit, en fait, c'est quand même dommage parce que, et puis même finalement, c'est un peu pervers parce que les grosses entreprises qui remportent ces marchés font de la sous-traitance de cette sous-traitance et finalement distribuent des miettes Exact. et à des entreprises qui sont sérieuses, mais tout simplement qui ne savent pas ou qui ont peur. Et comme tu as utilisé des mots quand même, et on peut comprendre, donc tu as parlé on parle de langage administratif, juridique, on parle aussi de décrypter le besoin. Tu vois, ce sont des choses pour dire que c'est tellement opaque que quelque part, entre guillemets, c'est rassurant pour une petite entité de se dire que voilà, ben, je passe par une plus grosse parce que justement, j'ai pas de juriste en interne, j'ai pas de service dédié en interne. Et donc, c'est une façon un petit peu pour ces petites entités de quand même accéder, même si c'est à des miettes, à quelque chose qui fait que ben, on sait très bien que les petites entreprises ont des difficultés en matière de trésorerie, donc c'est quand même bienvenu. Mais toi, tu es en train de dire que c'est possible d'avoir mieux, c'est possible d'être en première ligne. Bien évidemment, il y a des conditions, on est bien consciente qu'on parle de marché public et qu'il y a des contraintes précises, mais c'est quand même possible parce que justement, si il y a déjà cette sous-traitance et qu'il y a déjà cette confiance comment dirais-je, dans l'expertise et surtout dans le cadre administratif de ces petites entités, elles peuvent aller plus loin et faire un pas de plus pour elles-mêmes remporter les marchés Mm. et elles-mêmes aussi être en première ligne. Du coup, moi j'ai une question. Est-ce que ça voudrait dire qu'une entreprise, donc par exemple qui est sous-traitante d'une entreprise pour un marché, pour un appel d'offres quelconque, si elle décide demain, OK, je passe plus par une entreprise tiers, je me présente, voilà, en première ligne, elle peut utiliser ses antécédents, même si elle était juste en deuxième ligne, pour dire voilà qu'elle a déjà fait ses preuves, qu'elle a déjà travaillé dans tel cadre et tout. Est-ce que c'est des choses qui se font ou est-ce que c'est discrétionnaire? Ah non, non, c'est plus que recommandé d'ailleurs. Il faut avant même de répondre à un appel d'offres, il faut lister toutes ses références. Tout ce qui prouve D'accord. qu'on est capable d'exercer la mission et on peut même, en tant que sous-traitant, demander à l'administration un certificat de bonne exécution, un document qui prouve qu'on a fait le travail et qu'on l'a bien fait. D'accord, génial. Donc ça veut dire que même si on est en sous-traitance comment dirais-je, d'une entreprise en première ligne, on a quand même ce document qui peut être délivré par l'administration. Donc elle est au courant de notre existence et donc c'est quelque chose de, voilà, on n'est pas, c'est pas du travail au noir, quoi. On est bien d'accord. On est dans quelque C'est pas chose du de travail au très, noir.
Voilà. Et L'entre donc, la grande entreprise qui est titulaire du marché, qui souhaite sous-traiter, a l'obligation de demander l'agrément de son sous-traitant à l'administration. Ce qui veut dire, vulgairement, l'entreprise titulaire demande l'autorisation à l'administration de faire travailler une tierce pour que tout d'autres aille personnes. Ok, d'accord, ça c'est génial. Et donc vraiment, ce qui veut dire que limite, puisqu'il y a déjà cette reconnaissance, bien évidemment, ça facilite aussi pour que par la suite, les entreprises qui sont plus petites se mettent en première ligne, mais ça veut aussi dire que ça peut être une stratégie, je pense. Ça peut être une stratégie de se dire, je suis une petite entreprise, je commence par passer par une grosse entreprise. C'est une question que je pose, hein, parce que en même temps, ça fait des pop-corn entre mes deux oreilles. Je commence par justement passer par une grosse entreprise pour avoir cette reconnaissance de mon travail. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais moi-même répondre et être en première ligne pour ces marchés. Est-ce que c'est des stratégies qui se Oui, font ça déjà? peut se faire stratégiquement parlant, mais après, quand on est une entreprise qui fait déjà le boulot pour des entreprises privées ou pour des particuliers et qu'on sait qu'on est capé, on sait qu'on a les moyens humains, techniques suffisants pour exercer Mhm, son métier dans le cadre d'un appel d'offres qui a été lancé par un acheteur, il n'y a aucune raison qu'on se mette des bâtons dans les roues. On peut le faire. mhm. On peut répondre en direct aussi sans même avoir les références liées à de la sous-traitance, puisqu'on a des références On liées a à des l'exercice de références, son voilà, métier, exactement. à sa Alors, capacité professionnelle. ok. Alors, du coup, moi, je sais que parmi les entrepreneurs avec lesquels je discute, très peu font partie de ce système, ont activé ce levier et quelques-unes, je vais dire honnêtement pour moi, en tout cas, c'est pour ça que je pensais que c'était pas, ben, je parle beaucoup de femmes parce que j'accompagne les femmes, je veux dire moins de 20%. OK? Et souvent, elles sont en deuxième ligne. C'est justement de la sous-traitance. Mmh. Lorsque elles le font, c'est la sous-traitance. Et du coup, dans les échanges que j'ai avec elles par rapport à ça, il y a beaucoup de freins, beaucoup de blocages, c'est difficile, c'est long. Euh, comment dire, il y a beaucoup de concurrence. Et surtout, il y a le problème aussi, c'est que ben, le décalage de paiement en termes de règlement des factures. Et donc, est-ce que tous ces éléments-là, c'est pas aussi des freins? Parce que quand on est une petite entité, ben, toutes ces petites choses en fait qui semblent être anodines sont démultipliées parce qu'on est tout seul ou on a une petite équipe. Donc, est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose qui fait que ben, les petites entités sont plus frileuses? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il y a le fait de la lourdeur et de la longueur de la procédure. Les marchés publics, répondre à des marchés publics, c'est une stratégie à long terme. On ne peut Mhm. pas se dire, je réponds aujourd'hui à 4 appels d'offres, je vais en obtenir un et après-demain, j'ai un chiffre d'affaires stable. Ça peut pas être le bon raisonnement. On sera Mhm. déçu, forcément. Donc il faut répondre de manière récurrente aux appels d'offres. Il faut répondre à plusieurs appels d'offres avant d'en obtenir un. Et Mhm. il y a un client qui m'avait dit il y a quelques mois, je vous mandate pour répondre à 10 appels d'offres parce que sur 10, il y en a bien un sur lequel je serais pris. Et il n'avait pas tort puisqu'il a été retenu sur un des appels d'offres sur lesquels il a répondu. Et c'est Mais aussi c'est énorme, en fait, comme travail. 10 appels d'offres, c'est énorme. Puisque énorme, déjà, un appel d'offres, c'est pas rien. c'est pas rien, on est d'accord. Excusez-moi de t'interrompre, mais je Non, suis non, je choquée. comprends. Mais quand on répond à un appel d'offres, on commence à comprendre un peu le fonctionnement. Donc, il faut aussi le temps de comprendre comment ça marche. Il faut aussi le temps d'ajuster son offre. Parce que moi, je peux accompagner sur toute la partie technique. Je peux rédiger un mémoire technique pour une entreprise, mais je peux pas travailler sur sa stratégie financière à sa place. Mhm, mhm. Donc, c'est Absolument. elle qui va les fixer. Et donc, c'est en répondant aux appels d'offres qu'elle va se rendre compte qu'il faut plus ou moins ajuster sa proposition financière. Et ensuite, il Ok, y a aussi j'ai la compris. concurrence. Il y a aussi, donc il faut se faire connaître. Moi, je dis toujours que c'est un travail en amont. Avant de répondre aux appels d'offres, il faut aller voir les acheteurs. Les acheteurs qu'on vise, il faut aller les voir. Il faut leur parler, il faut se rendre dans les salons, il faut discuter avec eux. C'est pour ça que je dis que c'est une stratégie à long terme. On ne peut pas se lancer dans un appel d'offres sans avoir à minima heu, sondé le marché. Ok. Donc, c'est une vraie Ensuite, stratégie. C'est-à-dire que quand tu dis qu'il faut avoir rencontré justement ben, les personnes responsables, échanger avec elles, donc on est dans quelque chose qui est dans du networking, qui est dans de la relation humaine. Donc, il y a plusieurs leviers. il y Et a ce que plusieurs tu dis aussi, c'est que justement, c'est en faisant des appels d'offres qu'on comprend mieux les environnements et qu'à ce moment-là, on devient, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est une manière de communiquer
qui est spécifique et pour ça, bah, il faut un peu de training en fait. C'est ce que tu es en train C'est ça. d'expliquer. Mm. C'est ça. Et Il faut du puis, training. enfin, voilà, les grosses entreprises, elles remportent pas beaucoup de marchés publics. Enfin, elles remportent, je me suis mal exprimée. Les grosses entreprises remportent pas mal de marchés publics parce qu'elles sont rodées, parce qu'elles Mhm, répondent à 10 appels d'offres par semaine. Et si elles peuvent mhm, répondre à 10 appels d'offres par semaine, c'est parce qu'elles ont des équipes en interne qui ne font que ça. mhm, Et c'est pour mhm. ça qu'elles remportent beaucoup d'appels d'offres. Ok, ok, Je d'accord. vais pas vendre du rêve aux gens et leur dire, ah, donnez-moi vos appels d'offres, je vais répondre pour vous et après-demain, vous aurez un contrat. C'est pas vrai. Mhm, mhm. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut déjà comprendre dans quel milieu vous êtes euh, et ensuite, la réponse à l'appel d'offres sera plus facile. Puis il y a aussi, alors tu parlais également de la partie en dehors enfin, en dehors de la lourdeur et de la longueur que ça peut prendre, il y a aussi la partie humaine, donc de moyens humains. J'ai, j'ai, enfin, moi, quand je réponds à un appel d'offres, je réponds en groupement. Je réponds avec d'autres personnes. Là, en ce moment, je réponds avec deux, trois personnes très régulièrement sur des appels d'offres. Et c'est comme ça que j'arrive à mettre en avant les moyens humains suffisants pour répondre aux besoins. Même si concrètement, je sais pertinemment que le travail qui est demandé, je suis capable de le faire toute seule. Comme mes Mhm. co-traitants d'ailleurs, ils sont tous capables de faire le travail tout seuls. Mais le fait de travailler en équipe, ça permet de rassurer l'acheteur public pour lui permettre de nous faire confiance plus facilement. Parce qu'il va se dire, s'il y en a un qui est malade, s'il y en a un qui a une Mhm, surcharge mhm. de travail à un instant T, je sais que mon besoin il sera quand même traité. Ça, Donc, c'est il y a cette intéressant. stratégie-là également à réfléchir quand on est dans un. Alors, ça dépend des métiers, mais il y a des métiers où on a peut-être besoin d'avoir du personnel sous le coude. Je pense surtout au marché de travaux. Il y a des petites entreprises ou des petits auto-entrepreneurs, peut-être des plombiers, des électriciens, etc. Ils sont seuls, ben, ils peuvent peut-être co-traiter avec d'autres entrepreneurs qui font Mhm, le même métier mhm, qu'eux. mhm. Et dans ce cas, répondre aux appels d'offres qui sont diffusés. J'aime bien parce que, à la lumière de ce que tu partages, je comprends que c'est pas forcément quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose de spécifique, donc qui demande de la préparation, qui demande de la stratégie. Et puis même, tu vois, je trouve intéressant parce que quand on parle de petites entreprises, souvent ce sont des personnes qui sont habituées à travailler seules dans leur coin et tu es en train de dire non, non. Là, dans ce domaine-là, c'est l'inverse. Donc si dans le quotidien des entrepreneurs, travailler seul dans son coin, entre guillemets, est valorisé, ce dont je doute, mais voilà, en général, on aime bien dire, je me suis fait tout seul, j'ai fait tout seul et tout. Pour attaquer en tout cas, activer ce levier, il faut un petit peu changer son mindset et apprendre à collaborer avec d'autres. Donc, il y a le relationnel avec les potentiels comment dirais-je, Clients. acteur. Voilà, exactement. Il y a les relations, on est vraiment dans la relation humaine, tu vois. Et toi, au-delà de la technique, tu ramènes à ça et tu parles aussi énormément de confiance, c'est-à-dire comprendre un petit peu ce qu'attend et ce qui va rassurer l'entreprise, l'organisme qui fait cet appel d'offres pour pouvoir effectivement y répondre de manière concrète pour pouvoir ben, tout simplement, et ça a l'air bête, hein, mais c'est vrai. Oui, si tu es malade, la personne, elle veut simplement savoir si les prestations vont continuer. Donc, organiser, anticiper en amont. Et ça, j'aime bien parce que justement, ça casse un peu le mythe que c'est pas, c'est difficile pour dire est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu comprends comment ça fonctionne? Est-ce que tu as mis en place les bons mécanismes pour te rendre éligible? Tu vois, c'est un petit peu ça, ton discours, et je trouve très bien. Et je vois qu'il y a Bekir qui dit très intéressant ce que tu dis à Lima. Donc, c'est mon ami qui vraiment soutient ce que je fais et les émissions que nous proposons. Donc, il dit très intéressant ce que tu dis, Amina, et merci pour ce partage. Il y a Daniela qui dit très intéressant. Donc, merci à vous. Sarah qui est aussi là. N'hésitez pas à partager pour faire encore plus connaître. Moi, je parle un petit peu de facilitation parce que tu vois, ne serait-ce que de se dire, OK, c'est pas que c'est compliqué, c'est que je dois me préparer. C'est Exactement. déjà quelque chose qui change tout, en fait. Parce que quand on te dit Exactement. c'est compliqué, on ne se projette même pas. On ne se projette Oui, pas. oui, on Tu se vois? ferme une porte alors qu'il suffit de s'asseoir et d'y penser 5 minutes pour C'est ça. comprendre qu'en réalité, bah, l'acheteur public, il a ses contraintes. Mais Mhm. quand on a bien compris quelles étaient ses contraintes, eh ben, on y va. Enfin, on sait qu'on peut le faire.
On peut le faire. Donc, c'est vraiment anticiper, organiser. Et ça, c'est surtout, je trouve que c'est très important parce que souvent, il y a un problème d'organisation quand on est une petite entité. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui peut même aider l'entreprise qui veut activer cela, qui veut aussi se positionner là, de se dire, OK, eh ben, parce que s'organiser pour pouvoir accéder aux appels d'offres, c'est une façon aussi de mieux structurer son entreprise. Parce que beaucoup d'entités ne se développent pas et ont du mal à développer leur vente, non pas qu'elles n'ont pas une offre, mais parce qu'elles ne sont pas organisées. Et ça peut être quelque chose d'intéressant. Je trouve que c'est très challengeant de l'aborder comme ça. Et du coup, moi, je reviens à ma petite question. Enfin, ma petite question. Le petit élément bloquant qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non seulement, effectivement, c'est long, c'est tout ce que tu veux et tout, c'est lourd, mais en plus, on est payé à la Saint-Glinglin, au retour de Jésus, toutes ces choses-là. Et quand on est une petite entité, c'est vrai voilà, on n'a déjà pas une grosse trésorerie. Mmh. Donc voilà, Non, mais quand c'est tu vrai. as cette objection, c'est comment? Puisqu'elle est vraie en fait, elle n'est pas forcément fausse. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a je vais m'attirer les foudres des acheteurs publics, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acheteurs publics qui ne payent pas forcément en temps et en heure. Il faut savoir que la Mhm. réglementation, elle impose aux administrations de payer leurs factures sous 30 jours. Oui, c'est ce que tu avais expliqué, je me rappelle. Oui. On était toutes choquées parce que, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui, qui me dit oui, payez. Vas-y, vas-y. Vous Et allez être 30 choqués, mes jours. amis. Et si l'entreprise n'est pas payée sous 30 jours, l'administration lui doit, et là c'est la réglementation, donc c'est très théorique ce que je dis, mais l'administration lui doit des intérêts moratoires sans même que l'entreprise ait besoin de les réclamer. Mhm. Sous-entend que dans la théorie, l'administration, ce qu'elle ne fait jamais évidemment, devrait simplement envoyer un chèque à l'entreprise ou lui faire un virement pour lui dire: «Oups, désolé, j'ai 14 jours de retard, je te dois 14 jours d'intérêt moratoire». Mhm. Mhm. Voilà, Ça n'arrive on est en théorie land, ok? Évidemment, ça n'arrive jamais, hein. L'administration ne va pas faire un trou dans sa trésorerie pour rembourser une dette qu'on ne lui réclame pas. Heu et les petites entreprises ne la réclament jamais parce qu'elles ne D'accord, savent pas. Les grosses d'accord, entreprises ne la réclament pas parce que ça fait partie d'une stratégie financière et puis parce qu'elles ont la trésorerie qui va bien aussi. ok. Maintenant, quand on est une petite entreprise et que la facture, tarde à être payée, il suffit de leur faire un mail pour leur dire: «Vous me devez tant, je vous ai envoyé la facture à telle date». D'ailleurs, on passe par des plateformes, réglementaire, donc on Spécifique. peut Mhm. redater et prouver qu'on a bien envoyé la facture à la bonne date. Heu, Mhm. donc vous avez, plus de 30 jours, de retard ou vous aviez 30 jours pour me payer, vous avez 10 jours de retard, admettons. Mhm. Donc je peux activer le levier des intérêts moratoires. Je vous remercie de me payer rapidement. En général, quand vous faites ça, Quand on fait l'administration ça et envoie qu'on, voilà, voilà. immédiatement à la trésorerie un signal d'alerte et la trésorerie vous paye rapidement. Ok, Très, ça très c'est rare. important. Voilà. Tu es vraiment en train de casser les mythes de trucs, Mmh. machin, voilà, parce que ça, il y a un truc qui circule tout le temps. Et même moi, parce que j'ai eu l'occasion, bon, c'était pas vraiment un appel d'offres, hein, mais de travailler avec une administration. Donc à l'époque, c'est vraiment lorsque j'ai créé j'ai eu mon activité de formatrice. Youpi, je suis partie tout de suite à créer des formations avec Pôle emploi, à l'époque c'était Pôle emploi, hein. Je suis très vieille, ok. Je suis d'un autre âge. J'ai connu ANPE, j'ai connu Pôle emploi, tous les cycles possibles et imaginables. Et du coup, je me rappellerai toujours, j'avais fait toute une formation sur plusieurs semaines, je crois 2 mois, un truc comme ça, mais c'était à 100% du Pôle emploi. J'ai commencé à être payée 6 mois après. Ah Et oui. donc, du coup, toutes ces choses-là font qu'on se dit, OK, dès l'instant que c'est un acteur public, ça devient compliqué. Tu vois, et quand je dis j'ai été commencé à être payé 6 mois après, c'est vraiment que j'ai commencé à être payé parce qu'en fait, il y avait plusieurs ANPE qui avaient envoyé des personnes et puis chaque ANPE a son rythme et son fonctionnement. Et donc, vraiment, c'était l'horreur. Et du coup, toi, tu es en train de vraiment de donner des clés qui sont très simples. Et je comprends autre chose dans ce que tu dis parce que tu es en train d'expliquer que les grosses entreprises elles-mêmes n'activent pas ce levier des intérêts Mmh. moratoires parce que c'est une forme de stratégie de fidélisation. Exactement. Accepter, hein, c'est ce que j'ai compris, hein, Exactement. accepter que, que l'entreprise paye en retard parce qu'on a la trésorerie qui le permet aussi d'avoir de bons rapports avec cette entreprise, de ne pas lui mettre la pression. Donc, vous comprenez que tout est stratégie, mes amis, hein.
tout est stratégie. Je trouve ça très intéressant ce que, quand vous révélez des trucs incroyables. Quand vous comprenez cela, vous comprenez que même si vous n'aimez pas, parce qu'on est très français, donc on ne doit rien à personne et on doit faire aucun effort, et puis voilà. Mais en tout cas, pour activer ce levier, il faut avoir de la diplomatie, il faut savoir un petit peu arrondir les angles. Et même lorsqu'on est une petite entité qu'on est en première ligne, pour se faire payer, activer par mail cette demande en glissant l'information sur les interrogatoires ne veut pas dire qu'on va forcément enclencher la procédure. C'est juste un petit peu rappeler le cadre juridique parce qu'il faut quand même mettre un peu, voilà, mettre un peu les formes parce qu'on est encore une fois dans les relations humaines et le truc, c'est pas de braquer, parce qu'on a parlé au début de fidélisation. On est bien C'est d'accord. ça. Ouais. On n'a pas Et de donc, envoyer fidélisation. un mail à l'administration, même avant les 30 jours, hein. Moi, souvent, je le fais avant les 30 jours, pour être sûr Mhm. d'être payé dans les 30 jours. OK. Je, allez, je mets ma main à couper. 98% du temps, vous serez payé avant les 30 jours, si vous Oui, suivez un absolument, peu le truc. absolument. Oui, oui, Et j'imagine puis, bien. après, moi, ça m'est aussi arrivé de tomber sur une administration qui met énormément de temps à payer, avec qui la communication est très compliquée, et même en faisant tous les efforts du monde. Mais notre souplesse en tant qu'entrepreneur, c'est aussi de pouvoir se dire, ben, cette administration-là, c'est terminé, je ne travaillerai plus avec elle. Ou cette Ça. entreprise-là, je ne travaillerai plus Mhm. avec elle. Mhm. Et OK. moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques mois. Une administration, j'ai décidé de ne plus travailler avec elle parce que tout était trop compliqué. Mhm. Mhm. Et j'ai donc eu droit au paiement de mes factures avec les intérêts moratoires. Et évidemment, j'ai informé l'administration que puisque ça se passait mal, ils pouvaient aussi mettre fin à ma mission, ce qu'ils ont fait. Et j'ai ensuite demandé des, euh, c'est pas des dommages et intérêts, hein, mais plutôt des indemnités de fin de mission. Mhm. Ah oui, mais c'est bien que tu le dises parce Qui que sont prévus pour dans le rééquilibrer cadre de le la jeu, en réforme. fait, voilà, exactement. Voilà, donc tu rappelles bien que ce n'est pas parce que effectivement tu es sous-traitant, que tu es prestataire, que tu es entre guillemets à la merci d'une entreprise et que tu as tes droits et les faire valoir et surtout le choix en fait. De la Mmh. même façon qu'une entreprise peut décider de ne pas reconduire et de ne pas vouloir continuer de travailler, mais voilà, et ça c'est intéressant de dire qu'on garde le contrôle et aussi on garde l'esprit de décision parce que au-delà du désir d'avoir un marché pérenne et d'avoir aussi une trésorerie qui est stabilisée, les bons rapports, on est encore dans quelque chose qui est quand même au niveau relationnel, les bons rapports humains, les bonnes relations comptent pour beaucoup. Donc c'est important en fait parce que tu vois, tu amènes cet équilibre-là, tu amènes cette vérité-là aussi et c'est important de le dire. Alors du coup, déjà, tu vois, ça avance, hein, le sujet est Mmh. intéressant. On a encore quelques minutes. Du coup, si je suis une entreprise, voilà, une petite entreprise qui t'écoute aujourd'hui, et voilà, je ne me suis jamais lancée, mais voilà, avec toi, je découvre que, tiens, mais voilà, ce domaine-là, finalement, qui existe et en plus qui est accessible. Euh, Qu'est-ce que tu peux donner peut-être comme premier conseil, mon tout premier conseil pour une entreprise qui commence à se dire, mais ça m'intéresserait, je vais peut-être me lancer. Est-ce que tu aurais, voilà, quelques premiers conseils à partager? Alors, se faire connaître auprès des administrations, comme je le disais tout à l'heure, c'est indispensable. On ne peut pas passer à côté. Et puis Mhm, ensuite, il y a sonder son entourage, ou sonder les entreprises avec avec lesquelles les administrations travaillent généralement. mhm, Ça permet un petit peu de se rendre compte des opportunités comme des contraintes que, que, que cela peut impliquer. Euh, et puis, euh, et puis ensuite, une fois on est convaincu par le sujet, aller regarder les appels d'offres et, euh, et voir quelles sont les exigences des administrations. mhm. Ok. Alors, on résume premièrement se faire connaître, et ça, tu le mets vraiment en premier. Ouais, c'est Se important. faire connaître, c'est vraiment aller vers ces structures, ces grosses entreprises, ces administrations, peu importe, pour comprendre un petit peu quelles sont leurs attentes, leur façon la philosophie aussi de leur entreprise. Et donc là, c'est totalement décentré sur le fait de simplement vouloir avoir, avoir, avoir remporté un marché. C'est d'abord
placer dans quelque chose de stratégique. Comprendre, analyser. Donc, on est dans une espèce de benchmark, puisqu'il faut aussi comprendre un petit peu les entreprises, sonder les entreprises qui, elles, sont déjà en train de travailler avec les entreprises qui nous intéressent. Et c'est ensuite analyser les appels d'offres qui sont faits. OK? Et ça, et justement, je trouve ça intéressant parce que, et même moi, je pense au début, hein, c'est du genre, ouais, j'aimerais bien activer ce levier, comment faire pour répondre aux appels d'offres. Et toi, tu dis, avant de chercher à répondre aux appels d'offres, il y a un travail stratégique et de préparation qui est important, puisque justement, ce n'est pas juste un volet technique, c'est aussi un volet humain, c'est un volet beaucoup plus sensible. Et Mhm. du coup, c'est là où justement je trouve intéressant que tu puisses accompagner parce que euh, ça doit faire vraiment la différence de se faire accompagner parce qu'il y a des codes, il y a des choses à décrypter pour pouvoir ben, tout simplement non seulement faciliter la compréhension, mais peut-être aussi accélérer le processus. Lorsqu'on est tout seul ou toute seule, hein, on parle bien de petite entité, prendre le temps de se faire connaître, donc se déplacer et tout. Bon, tu peux peut-être pas le faire pour les personnes, mais en fait, tu pourras peut-être les aider à avoir les bonnes démarches et savoir où aller et comment faire. Sonder tout ce qu'il y a déjà en place, ensuite les appels d'offres, c'est quelque chose qui demande du travail. Et donc, justement, c'est là où c'est intéressant de se faire accompagner. Et c'est ce que tu proposes. Est-ce que Ouais, tu peux nous parler de ton offre spécifique, de ton offre spéciale que tu proposes aujourd'hui, justement pour ces personnes-là? bien sûr. Alors aujourd'hui, ex- exclusivement pour cet événement, je propose un webinaire euh, qui vous permettra de décrypter, de cibler les 3 étapes pour décrocher un premier appel d'offres euh, pour les petites entreprises, pour les entrepreneurs, pour les gens qui veulent ne serait-ce que comprendre Mhm, ce que c'est qu'un mhm. appel d'offres. Ce serait un événement qui permettra en 1 heure environ d'apprendre euh, d'apprendre à bien cibler les bonnes étapes pour répondre à un appel d'offres et à mettre des leviers en place. Il y aura accès à un replay évidemment et à une checklist pour la rédaction d'un mémoire technique. Ok. Donc, c'est le webinaire donc, où tu proposes les étapes pour décrocher un, voilà, comme tu expliquais. C'est pas simplement remplir des documents suite à une, comment Mhm. dirais-je, une offre qu'on a sélectionnée en ligne. Il y a vraiment tout ce qui se passe en amont et qui peuvent garantir beaucoup plus le succès, en tout cas le bon déroulement de la procédure pour soi. Et donc, c'est ce webinaire en fait. Et si j'ai noté que tu le proposais à un prix spécial pour nous, donc vous qui nous regardez. Donc, c'est au prix de 47 euros au lieu de 97 euros, avec, comme tu le disais, le replay et la checklist du mémoire technique. Donc, moi, je parle vraiment à ces personnes. Si c'est un levier que vous n'avez jamais activé, mais aujourd'hui, en entendant Amina, même ceux qui regardent le replay, vous dites, mais pourquoi pas? C'est pour vous. Si vous vous posez des questions là-dessus, c'est pour vous. Ou si peut-être vous avez déjà testé, vous avez déjà répondu à des appels d'offres et ça n'a pas abouti, c'est aussi pour vous parce que c'est vraiment, en tout cas, cette première étape Mhm. pédagogique que tu proposes pour que ça soit plus clair, pour que ça soit mieux compris et que justement ensuite ben, les participants puissent se projeter, ce qui ne veut pas dire que forcément ils vont le faire à la minute, en tout cas mieux se projeter parce que euh, si je comprends bien, c'est un processus qui est long, mais c'est un processus aussi qui demande en amont de prendre le temps de la préparation et de la compréhension, et c'est ce que tu proposes. C'est bien ça. Et une fois qu'on est bien préparé, qu'on a bien pris le temps, c'est très efficace. C'est très efficace. Non, mais j'imagine bien, hein. En fait, c'est comme pour tout, en fait, hein. Mhm. Quand on comprend le principe et qu'on sait appliquer les règles du jeu, eh ben, c'est plus facile de gagner. Ça ne veut pas dire qu'on gagne à tous les coups, mais les personnes qui gagnent, ce sont des personnes qui ont fait ce travail-là, en fait. Si je prends Exactement. l'exemple, par exemple, de la recherche d'emploi, il y a des personnes qui envoient des CV à tout va, et puis il y a des personnes qui prennent le temps d'analyser le marché, qui prennent le temps d'analyser les entreprises dans lesquelles elles souhaitent travailler, d'analyser mille et un éléments. Ensuite, le CV est plus impactant, la lettre de motivation est plus impactante et l'entretien est plus impactant. Et ces personnes, elles multiplient leurs chances d'être Mhm. retenues parce que justement, elles ont fait ce travail en amont. Et donc, c'est vraiment ça. Toi, tu es en train de dire que non, c'est pas, tu es en train de dire, tu démontres en accompagnant comme ça les entreprises que ce domaine, c'est pas un domaine
exclusivement réservé aux grands. C'est pas un domaine si compliqué que ça, mais c'est un domaine qu'il faut appréhender autrement et c'est un domaine pour lequel il faut de la préparation, de la compréhension et donc comment dirais-je, de la stratégie, comme pour tout autre domaine qu'on veut pénétrer, comme tout marché qu'on veut pénétrer. Et ça, je trouve ça très bien. C'est pour ça que je dis, c'est une façon de faciliter les choses. Donc vraiment, merci beaucoup. Je vais regarder s'il y a des questions Ouais. sur on approche de la fin, du mot de la fin. En tout cas, merci. Moi, je suis vraiment. C'est vrai que on parle beaucoup de la crise, mais je dis toujours que il y a toujours des solutions. Je ne dis pas que toutes les entreprises sont prêtes aujourd'hui pour activer ce levier, mais celles qui veulent le faire, aujourd'hui, il y a des réponses. Et peu importe qu'il y ait une crise ou pas, hein, il y a toujours vraiment la possibilité un petit peu de sortir son épingle du jeu. Et ça, c'est intéressant. Alors, du coup, je regarde. Je ne crois pas qu'il y ait des questions. Donne-moi une seconde. Je suis en train de rafraîchir parce que il y a un décalage en fait sur LinkedIn entre le moment Ah, où la personne. Voilà. Donc j'essaie de rafraîchir parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'après, en fait, c'est 20 minutes, 15-20 minutes après que je vois qu'il y a eu des questions. Mais bon. sinon, voilà. Donc sinon, c'est pas un souci, hein, tu vas pouvoir passer après sur les commentaires. Donc, c'est bon, on a tout lu. Merci à tous et à toutes, aussi bien celles qui nous suivent, qui regardent, et que celles et ceux qui vont regarder le replay. N'hésitez pas à contacter Amina si vous avez des questions. Le lien pour vous inscrire à son webinaire est en commentaire. Donc voilà, voilà, tout est donné, tout est dit. Moi, je suis vraiment très ravie, comme je te le disais tout à l'heure. Il faut que tu puisses communiquer un maximum là-dessus parce que je pense que voilà, il y a beaucoup d'entreprises certainement qui ont besoin de savoir ça, qui ont besoin de peut-être de cette réponse. Et c'est très important de communiquer là-dessus. Donc, n'hésitez pas à partager, partager, partager. De toute façon, on va partager aussi au niveau du réseau Femmes Inspirantes. Je rappelle que la semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec une autre inspirante, Colette Bonacorsi. C'est quelqu'un de juste incroyable. Donc, toutes les informations vont être communiquées dès demain. Nous allons continuer comme ça à vous permettre de vous connecter à des femmes vraiment extraordinaires, de générosité et aussi ce désir d'apporter des solutions concrètes et d'aider de manière dans le quotidien, de manière pratico-pratique. Et ça, c'est vraiment wow ici. Mais est-ce que tu veux partager ton mot de la fin pour qu'on puisse tout simplement peut-être une première action, quelque chose? Est-ce que c'est tout simplement connectez-vous à moi? Peu importe. Ton mot de la fin. Exactement, connectez-vous à moi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur LinkedIn, il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec plaisir. J'anime aussi, là, sur le mois d'avril, j'anime 2 ateliers. Un pour la pépinière des entreprises des Yvelines, de Versailles, et un pour la ruche des entrepreneurs de Saint-Germain-en-Laye. Donc, si vous êtes sur le secteur du 78, regardez sur mon profil, vous trouverez les liens pour prendre contact avec eux et vous inscrire. Ce sont des ateliers qui sont gratuits si vous êtes inscrit dans ces, euh, dans ces, j'ai perdu le mot, Dans ces organismes, en fait. dans ces organismes, exactement. Mhm. Voilà. Super. OK. D'accord. OK. Donc, de toute façon, là, voilà, tu peux être suivi, tu peux être questionné sur ces choses-là, tu te rends accessible pour Exactement. aider. Et puis, j'espère que par rapport à ton webinaire, que tu vas créer l'événement sur LinkedIn parce qu'il faut que tu crées l'événement. Il faut que ça fasse du bruit. Si tu as besoin d'aide, tu sais que je suis là, il n'y a aucun problème. Ça marche, Mais Noël. vraiment, vraiment, pour faire la sensibilisation, en fait, et aider vraiment les entreprises on sait que l'entrepreneuriat aujourd'hui, les petites entités sont celles qui ont le moins de trésorerie, le moins de chiffre d'affaires, que ce n'est pas simple. Mais voilà, je suis heureuse de faire la partie des personnes qui ouvrent la porte, en tout cas, qui donnent accès à des solutions pérennes, solutions durables, des solutions fiables. C'est ça aussi. OK? Donc, merci Merci, encore. Noël. Merci encore pour
Voilà, c'est des explications tellement claires, des éléments bien pertinents pour que chacun puisse se positionner. Je te dis à bientôt pour la suite et je vous dis à bientôt. Là, il y a la newsletter qui va sortir et comme je disais aussi, comment dirais-je, la programmation de notre prochain élément différenciant. Donc, l'épisode numéro 7 avec Colette Bonaccorsi, que vous allez certainement découvrir la semaine prochaine. Merci encore et à très vite. Prenez soin de vous et lumineux mois d'avril, puisqu'on est en avril, là, le 1er avril. Même s'il n'y a pas de soleil aujourd'hui, lumineux mois d'avril à tous. Merci Muriel, merci à tous. Merci, ciao, ciao. Au revoir.